en rejoignant les forces alliées au Royaume-Uni, j'en passe. Et de l'autre côté, nous avons l'Axe, les forces allemandes, japonaises, russes au début de la guerre, mais bon, les Russes, avec Stalingrad, tout ça, les Russes ont changé de camp. Ah, pas du tout. Si. Oh là là, grosse erreur. Attends, Il faut savoir que Staline avait signé un c'est pacte de non-agression avec C'est Hitler. les Italiens qui ont changé de camp, pardon. Et Staline n'a jamais été dans le camp Il n'a jamais d'Hitler. été dans le camp Et ce n'est d'Hitler, certainement il pas avec était- Stalingrad qu'il a changé de camp. En fait, c'est bien avant, quand Hitler a envahi l'espace de l'URSS. Opération Barbarossa, précisément. C'est là que Staline La fatigue a pris. nous a rejoints la et a fatigue a rejoint pris les sur moi, troupes des Alliés. excuse-moi, C'est d'ailleurs grâce capitaine. en grande majorité aux Soviétiques que nous avons pu gagner face à l'Allemagne nazie. En effet, leur production était un peu au-dessus de nous. Mais poursuis, donc, je t'en prie, excuse-moi. oui, Ça arrive de non faire mais des petites erreurs comme non, ça. tu as raison, t'es là pour intervenir parce que j'allais faire une grosse bourde historique due à la fatigue. Pas de souci, vas-y, continue. Donc, on va commencer par des classiques dans les tanks. Je pense que tank américain, le classique que tout le monde pense, c'est le Sherman, tank iconique, j'ai envie de dire, de la Seconde Guerre, très utilisé par les Américains. D'ailleurs, pour parler un peu plus en détail, il y avait 3 variantes, dont 2 qui faisaient vraiment peur aux soldats allemands. Et c'est pour ça que je m'attarde un peu dessus. Parce que tout le monde connaît la variante en fait, qui utilise un petit canon, la variante plus petite, on va dire, le 75 mm. Bon, je vais pas non plus entrer trop dans les calibres parce que sinon on n'est pas rendu. Oui. Mais les autres variantes qui faisaient vraiment peur aux Allemands, c'est la variante anglaise du Sherman Firefly qui avait un canon plus gros qui pouvait lui par contre faire beaucoup de dégâts aux tanks allemands dont lesquels je vais aborder un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, mais bref. Et le Jumbo qui est la version bien plus renforcée, la version on va dire bourrine du Sherman qui était dur justement, qui est plus dur pour les Allemands à casser, à détruire. Et du côté de l'aviation ou de la marine, t'as d'autres éléments? Côté de l'aviation, du coup, on a l'iconique chasseur anglais, le Supermarine Spitfire. Je pense que quand on pense au chasseur anglais bataille d'Angleterre, on pense à celui-là. Pardon. Je t'en prie, Petit continue. problème. On pense à celui-là. Côté américain, mon favori des Américains, c'est le P-51 avec son moteur iconique. Mais bon, le Spitfire aussi a un moteur iconique. On a aussi les P-47, avions un peu moins connus, mais qui ont beaucoup servi lors du débarquement pour faire des frappes. Des frappes tactiques, et les fameux B-17, les gros bombardiers américains très, très vus dans les films, qui servaient à faire des raids un peu partout sur la France avant, pendant et après le débarquement en Normandie. Côté allemand, parce qu'on les oublie à parler beaucoup des Alliés, mais côté allemand, au débarquement ils ont été un peu pris au dépourvu, du coup il n'y avait pas grand chose. Mais une fois qu'ils étaient bien au courant que les Américains avaient débarqué, ils ont déployé des troupes et des blindés, en l'occurrence, dans les bocages normands. Je pense qu'il y a des noms qui vont revenir à beaucoup de gens, comme le Char Tigre, le Tigre 1 plus précisément, ou le Panzer comme Wagenhaus F6 en allemand. J'aime beaucoup mon accent, très très französisch. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi dans les forces... Oui. Ne t'en fais pas, mon cher Tanguy, je vois le temps. Nous avons le Bf-109 côté aviation qui est un avion auquel je m'intéresse beaucoup côté allemand. Il est assez fascinant, il a une belle histoire en rivalité avec le Spitfire, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Et on va finir avec le Bf-110, chasseur et intercepteur et bombardier allemand, aussi utilisé lors de la bataille de Normandie. Et par souci de manque de temps, je pense qu'on va... Non, mais pas de souci, c'est qu'on a des horaires à respecter malheureusement. Oui. Écoute, c'est très intéressant. Toi, t'es passionné depuis un moment, parce que nous, on se connaît depuis très longtemps. Je sais que toi, tu t'adores tout ce qui est... Depuis que je suis gamin, en fait. Bah ouais. Mais c'est une belle passion pour la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement pour les véhicules. Et la première aussi, tu connais un peu la Première Guerre mondiale, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a des avancées qui ont été faites, technologiques qui ont été faites dans celle-ci, qui ont changé la face de la guerre. Je pense aux tanks, littéralement, qui sont arrivés lors de la Première Guerre mondiale. Je
me suis aussi un peu renseigné, mais il y a aussi les armes, les styles de combat. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Pas de souci. C'est très intéressant. Oui. Puis, enfin, bon, en plus, voilà, comme je dis, je sais que tu aimes ça depuis un long moment déjà. On va s'écouter une deuxième musique. Petite pause musicale. Ouais, petite pause musicale. Et puis, c'est Angèle qui va prendre la suite pour nous parler de Nobunaga Oda, ce qui prend place dans le Japon féodal. C'est ça, exactement. Et ben, on va s'écouter une musique avant ça. Tu peux nous la présenter? C'est What We Do de Divo. Alors oui, Divo. Alors c'est un groupe alors ça fait un petit moment maintenant que je les connais. C'est mon père qui m'a montré pour la première fois une musique de Divo qui s'appelait Whip It. Et j'apprécie particulièrement sa musique. D'accord, donc on va s'écouter ça, What We Do de Divo. C'est une chanson qui date de il y a 2011, on me dit dans l'oreillette. Donc ça commence à dater, mais c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup ça qui m'a fait découvrir. Donc on va s'écouter ça tout de suite sur Radio Éphémère, What We Do de Divo. Et on se retrouve juste après pour Nobunaga Oda, c'est bien ça. Nobunaga, ouais, tu vas me corriger, hein. Y a pas de Et souci. le Japon féodal, à tout de suite. C'est compliqué cette émission, y a rien qui marche, mais c'est reparti. Et de retour sur Radio FMR 95.1, toujours en direct depuis le Jam. On s'enchaîne suite à ça la partie avec notre amie Angèle qui va nous parler du Japon féodal et plus précisément de Nobunaga Oda. C'est bien ça? C'est ça, c'est exact. Alors, pour commencer, du coup, Nobunaga Oda, c'est un des 3 unificateurs du Japon pendant la période du Sengoku. Alors, le Sengoku, qu'est-ce que c'est? C'est l'âge du pays en guerre, c'est la traduction littérale, le Sengoku Jidai. Et en clair, le gouvernement central du Japon, donc le shogunat Ashikaga, subit une crise qui divise le Japon en des myriades de clans qui se font la guerre. Donc Nobunaga Oda
c'est un des seigneurs, un des daimyo d'un de ses clans, qui est un clan mineur, il faut savoir. Alors, en étant jeune, Nobunaga, il faut savoir que c'était quelqu'un de très turbulent, excentrique, et qui n'hésitait pas à provoquer. Pour vous dire, il s'est même mis dans une tenue d'un militaire haut gradé devant, quand je dis haut gradé, c'est de l'armée de l'empereur, devant son grand-père, il me semble. Et c'est quand même un sacré affront au niveau du Japon, sachant qu'ils sont très traditionnalistes, il faut le savoir. Du coup, le seul truc, c'est que c'est l'héritier direct du clan, c'est-à-dire que c'est pas un descendant des concubines du seigneur actuel, mais c'est un descendant direct du clan. Donc c'est l'héritier, c'est pour ça qu'il le garde à mon avis. Enfin, j'ai pas vraiment d'infos là-dessus, mais à mon avis, ils l'ont gardé pour ça. Il faut savoir à 12 ans qu'il est envoyé faire sa première action militaire dans la province de Mikawa. En 1551, son père, Nobuhide Oda, meurt. Et Hirate Masahide, son tuteur, se fait seppuku suite à une action outrageante lors des funérailles de son père, où il jette les encens sur un autel sacré. Alors seppuku, c'est quoi? C'est un suicide en fait. Le seppuku, c'est le suicide, effectivement. C'était utilisé pour redorer l'honneur, c'est ça? Si Exactement, c'est ça. Pour quand un membre de ta famille a fait quelque chose d'honteux, tu te fais seppuku. Donc soit c'est la personne en l'occasion qui a fait l'action honteuse qui se fait seppuku, soit c'est un membre de la famille qui fait ça pour laver l'honneur de sa propre famille. Donc son tuteur se fait seppuku parce qu'il est honteux de ce qui s'est passé. Et il faut savoir donc, du coup qu'il est très mal vu de tous les vassaux du clan. Sauf qu'à la mort de son père, le clan se divise totalement. Et il y a des guerres. Enfin, les gens essaient de prendre le pouvoir, tout ça. Malgré tout, Nobunaga Oda, il réussit à prendre le contrôle du clan. Bon, j'en passe, hein, c'est de la politique, des assassinats, etc. Mais il arrive à le prendre et à le stabiliser. Donc il réussit à prendre le contrôle de son clan. Et suite à ça, il décide de vouloir unifier le Japon. En 1560, Imagawa Yoshimoto rassemble 30 000 à 40 000 hommes afin de marcher sur Kyoto, qui est l'ancienne capitale du Japon, parce qu'actuellement c'est Tokyo, la capitale du Japon. Et ça, c'est l'ancienne capitale. Et il tente de ramener ses troupes afin de prendre le pouvoir en prenant la capitale du Japon. Sauf que Oda réussit à combattre son armée en tuant Yoshimoto Imagawa, ce qui fait fuir les troupes de Yoshimoto. Petite question, ils avaient combien d'hommes, Oda, comparé aux 30 Il 000? en avait 3000 guerriers, pour vous dire un peu la différence de puissance. Beau tour de force. Voilà, il réussit à gagner la bataille par un coup d'éclat, il faut dire ce qu'il y a. Et il réussit à faire des renforts de Yoshimoto, il réussit à en faire des alliés. Et grâce à eux, il réussit à prendre la majorité du Japon et à instaurer un peu son pouvoir, jusqu'à ce qu'il se fasse trahir par Mitsuhide Akechi, l'un de ses vassals. Et il se fait seppuku après avoir perdu face à Mitsuhide Akechi. D'accord. Voilà, donc c'était l'histoire de Nobunaga. Et toi, le Japon féodal, ça t'intéresse depuis un moment déjà? Ça m'intéresse depuis un moment, oui, effectivement. Et puis depuis, je suis allé au Japon. Je pense que les gens ne sont pas sans savoir pour les habitués. Le duplex. En effet, c'est grâce à se toi référer. qu'on avait pu faire un duplex depuis le Japon l'année dernière, effectivement. Voilà. Et fait marrant, que je ne savais pas, quand je suis allé au Japon, j'ai pris une photo d'une statue qui était une statue en fait de Nobunaga Oda, et qui se trouvait dans un jardin qu'on était allé voir, un jardin japonais très, très joli, et je ne savais pas, et je l'ai appris aujourd'hui. D'accord. Ah oui, en faisant tes recherches, tu t'es rendu c'est compte que... Ah, c'est marrant. Bon, bah merci beaucoup Angèle, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, et puis en plus c'est vrai qu'on a des délais qui sont malheureusement assez serrés. On va... Tiens Tanguy, juste avant qu'on quitte, Oui, toi bien c'est sûr. quoi ta passion? Vite fait, t'es pas obligé d'aller en détail, mais on aimerait quand même savoir, je pense. J'ai beaucoup de passion, tu sais, moi j'aime beaucoup les petits Lego Les que Lego, je jeux collectionne, d'enfance. et puis voilà, ça fait un moment déjà. Comme je te connais, je peux te dire que oui, voilà. en effet, c'est une belle passion. Ça y est, man, je suis pourtant un vieux monsieur, hein, mais je joue Tu sais, encore il y a Lego. plus vieux que toi hein, qui Et, aime toujours les Lego. Mais j'adore ça c'est There vrai, is no shame. tu vois. c'est une vraie passion. Et puis sinon, ma foi, le théâtre, quelle
Quel beau loisir qu'est le théâtre. Merci à tous les deux d'avoir bien fait cette émission avec moi, c'était chouette. Un plaisir. Moi ça me fait plaisir aussi de vous entendre parler de ces passions-là parce que je vous connais depuis longtemps. Je sais que Victorin, toi, si tu kiffes tout ce qui est avion, bateau, etc. depuis un moment. Angèle, Japon Feudal, je connaissais un peu moins, mais donc voilà, donc c'est très très cool. Bon, on va quitter sur une petite musique de fin. Avant ça, évidemment, restez sur Radio FMR 95.1 puisque dans quelques instants, le temps de passer une ou deux musiques, vous allez avoir l'accueil périscolaire Mazer qui va arriver sur les antennes. Donc n'hésitez pas, restez bien évidemment. Et puis après, dans la soirée, il va y avoir d'autres activités. Désolé pour cette émission qui techniquement est un petit peu chaotique. Pourtant, c'est très très bien passé mercredi. Mais voilà, je me suis un peu emmêlé au tout début. Maintenant, ça va. Mais bon, désolé, on a eu un petit souci. En tout cas, j'espère que vous savez, ça vous a plu. On va s'écouter tout de suite une musique d'un chanteur russe que j'aime énormément. Il s'appelle Vitas. C'est une superstar en Russie. Vous savez, la Russie, c'est un peu mon âme est française, mais mon cœur est russe. La mère patrie. Et on va écouter donc cette chanson qui s'appelle Opéra numéro 2. C'est un contre-ténor, pour faire simple. Alors, on va simplifier parce que c'est très compliqué la tessiture, mais vous savez qu'il y a les basses, les barytons, les ténors, et au-dessus il y a le haut contre et le contre-ténor. Et donc lui c'est un contre-ténor qui chante très 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 aigu. Et on va vous faire écouter ça. C'est une musique qui s'appelle Opéra 2. Et puis ensuite ce sera, comme je l'ai dit, l'accueil périscolaire. Merci beaucoup à vous deux. Merci Angèle de nous avoir parlé de ce Japon féodal. Mais pas de soucis. Et merci à toi Victorien, bien évidemment, d'avoir parlé des vaisseaux, mais non, des bateaux, des avions, et de tout ce qui est en rapport avec le débarquement. C'était très intéressant. On s'écoute ça, Vitas Opéra 2 sur Radio FMR 95.1. Et puis ensuite ce sera l'accueil périscolaire. Merci de votre écoute et à la prochaine. Осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить.